Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Karambani Podcast. Découvrez les aventures de personnes qui ont pris des risques énormes, cassé les barrières et se sont élevées au sommet. Karambani en langue Hausa signifie prendre un risque. Nous mettons en avant ces personnes qui ont décidé de briser le statu quo et de se lancer dans ce en quoi ils croient. Je suis Boulama Kandine, fondateur d'Otimbi Labs, la société nigérienne qui délivre des solutions innovantes en vue d'aider les entrepreneurs dans leur transformation digitale. Otimbi Labs, de par ses services, est présente notamment au Niger, au Burkina Faso, en France, en RDC, au Canada et en Inde. Retrouvez Otimbi Labs en français sur fr.otimbilabs.com ou sur Twitter @otimbilabs. Aujourd'hui, notre invité est Régis Ezine, entrepreneur béninois et promoteur de l'entreprise Dailion. Bonsoir Régis, et vraiment merci d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast. Donc je vais te laisser te présenter à notre audience. Oui, bonsoir Boulama. Merci de cette invitation. Je suis Régis Ezine. Je suis le promoteur d'une marque de snack africain qui s'appelle Dailion. Et notre slogan, c'est la tradition revisitée. Donc, on va chercher des recettes dans le riche répertoire culinaire africain et on les modernise sans perdre l'essence originelle. Voilà. Donc, on apporte vraiment aux consommateurs des quatre coins du monde les richesses de chez nous, mais emballées autrement, marketées autrement, présentées autrement. D'accord. Donc, parmi les différents produits que vous offrez, donc je tiens à rappeler que le nom de la marque c'est Kuli Kuli Dagolin, donc si je prononce ça correctement. La marque c'est Dailion. Dailion, hein. Et Kuli Kuli Dagolin c'est le produit phare. D'accord. Donc, merci de m'avoir corrigé. Donc, à partir de ça, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours et des différentes difficultés que tu as eu à surmonter euh, pour arriver à l'entreprise Dailion? Mon parcours est un parcours classique jusqu'à un certain niveau. Je suis parti du Bénin quand j'avais 16 ans, après mon bac. Je suis passé par le Ghana, puis la France, où j'ai fait mes études supérieures. Et j'ai décidé de rentrer. À la surprise générale de mon entourage parce que j'ai fini ma genre de promo, j'avais des propositions d'emploi, mais j'ai préféré rentrer chez moi pour contribuer au développement africain. Je n'aime pas dire béninois parce que pour moi, je vois l'Afrique comme un tout. Ensuite, j'ai créé ma première entreprise en 2012. C'était une agence de communication, de conseil en communication et marketing. Et en 2014-2015, je me suis lancé également dans l'agroalimentaire. Et c'est là qu'a démarré l'entreprise Dailion, l'entreprise qui produit Dailion, l'aventure Dailion, je dirais. Donc voilà un peu comment j'y suis arrivé. Je ne suis pas du tout issu du monde de l'agroalimentaire à la base. Moi, je suis passionné par la créativité, les challenges. Donc, je trouvais intéressant de pouvoir revisiter des recettes ancestrales et c'est ça qui m'a amené jusque-là. Donc, tu parlais de difficultés. Je ne sais pas si je dois répondre en même temps. Vas-y. Les difficultés, il y en a toujours 1000, mais je dois en citer une ou deux. Bien évidemment, il y a le choc socio-culturel lorsqu'on revient s'installer au Bénin, parce qu'il faut bien lorsqu'on revient s'installer dans son pays, que ce soit le Bénin ou ailleurs, il faut bien prendre conscience d'en fait, c'est que quand vous partez après le bac, vous n'êtes pas encore un homme ou une femme, vous êtes encore un adolescent ou une adolescente, et du coup vous ne connaissez pas la vie active. Donc, tout ce que vous connaissez, c'est l'école, la maison, et vous sortez de temps en temps. Donc lorsque vous partez, vous forgez vos principes, je dirais, et votre caractère d'homme ou de femme selon les codes d'une autre culture. Et quand vous revenez un peu plus tard, il y a souvent un choc parce que vous rentrez dans la vie active de plein pied. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent paraître anodines, mais qui ne le sont pas, et qui dans la vie de tous les jours ne sont pas forcément faciles à supporter, que ce soit la lenteur administrative, le manque de réactivité, les problèmes de connexion Internet, les coupures de courant. Bref, il y a tellement de choses qui peuvent décourager du jour au lendemain, mais je pense que quand on a un objectif, on s'y accroche et puis on s'adapte surtout à son environnement. C'est aussi ça une des qualités des entrepreneurs, c'est de pouvoir s'adapter un peu partout. Donc voilà, il y a eu ces problèmes-là, ces difficultés, je dirais, d'ordre socio-culturel. Et
pour en citer une deuxième, toujours de la même nature, socio-culturelle également, je dirais, c'est le regard des autres, parce qu'on est dans des pays où on ne conçoit pas véritablement que les gens aient des diplômes et qu'ils laissent les diplômes pour se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est un peu considéré comme aller en aventure. Parce qu'on a une culture entrepreneuriale qui est très jeune, qui est embryonnaire, je dirais même. Donc, les familles ont souvent peur de ce que ça peut réserver à leurs enfants. Et ce n'est pas forcément vu comme quelque chose de sérieux au départ. Donc, vous avez cette appréhension-là de votre entourage et également le regard des autres, parce que socialement, c'est assez difficile. Quand vous avez un diplôme, pour les gens, c'est que tout de suite, vous devez trouver un boulot, travailler dans une société, commencer à bien gagner votre vie. Donc, il faut avoir la tête sur les épaules et les objectifs bien rivés dans le crâne pour tenir bon et suivre sa direction malgré les signaux contraires que peut vous envoyer la société. C'est ça. Donc, j'aimerais qu'on parle un peu d'Aelian en tant qu'entreprise. Donc, ça a été fondé aux environs de 2015, c'est ça? 2014-2015? Oui. Oui, 2014, j'ai commencé un peu et en 2015, j'ai créé véritablement la société. C'est ça. Donc, ça te dérangerait de parler un peu de ça en termes de marché, d'expansion, de chiffres, si ça te dérange pas trop? Dans les grandes lignes, pour ce que je peux révéler, Daelian, c'est une marque. En fait, l'entreprise s'appelle Iridium, mais la marque, c'est vrai, c'est Daelian. Aujourd'hui, on a commencé avec un seul produit, le Quick Fluid Agony, qui est un produit classique traditionnel, je dirais même au Bénin, qui existe originellement sous forme de bâtonnet, qui est fait à base d'arachide et qui a longtemps été considéré comme un aliment de pauvre, ce qui était une idée reçue, parce qu'en fait, tout le monde en consomme. Dans toutes les familles, vous avez au moins une personne qui mange du Quick. Mais le produit n'avait pas une image forcément glamour, avait une image un peu archaïque, on va dire. Donc le pari, ça a été dans un premier temps de travailler sur ce produit-là, aussi bien sur le fond que sur la forme, pour le rendre un peu plus attrayant et en faire quelque chose de trendy, ce que nous sommes parvenus à faire. Et c'est vrai que très rapidement, les consommateurs ont suivi. Donc on a modernisé le produit et en quelques années, on est passé de un produit à une vingtaine de produits. Aujourd'hui, nous avons une vingtaine de produits en gamme, c'est-à-dire qu'on fait aussi bien des noix de cajou que du poisson séché, des cacahuètes, du coco grillé, voilà, tout ce qui est amuse-bouche traditionnel, revisité, c'est notre credo. Donc, notre gamme aujourd'hui, c'est une vingtaine de produits. L'entreprise, en 2015, c'était 2 personnes. Aujourd'hui, nous sommes une trentaine. De collaborateurs dans l'entreprise et nous connaissons une croissance assez rapide. Nous sommes implantés au Bénin. Les produits sont distribués dans quasiment tous les supermarchés et les points de vente majeurs du pays. Nous avons nous-mêmes une boutique que nous avons inaugurée il y a 1 an pour vendre nos produits et vendre également d'autres produits de fabrication béninoise. Donc c'est une boutique qui fait la promotion du Made in Bénin. Et voilà, nous avons commencé notre expansion. Aujourd'hui, on travaille avec des partenaires dans un certain nombre de pays, quelques pays africains et un peu le Canada, un peu la France également. Ça démarre. Le but, c'est vraiment de pouvoir, d'ici 2 ans, être représenté fortement, dans un premier temps, en Afrique francophone, ensuite élargir au reste de l'Afrique et aller à la conquête du monde progressivement. Mais tu sais que les produits d'Aelian, j'en ai trouvé au Niger. Oui, on a un distributeur au Niger, en effet. Ça, donc, ces vacances, quand j'étais rentré, j'étais vraiment surpris de trouver ça à Niamey, mais autant ça m'a surpris, ça m'a fait super plaisir aussi. Donc, je vais t'écrire en ce moment-là sur LinkedIn pour te dire bravo. Mais bon, ces vacances, j'étais super occupé, donc j'ai juste acheté ça et puis je suis passé. Et au passage, c'est super bon. Merci beaucoup. Mais les coulis, on fait ça au Niger aussi, et on appelle ça kouli kouli. Donc, à peu près le même nom. À peu près pareil, Oui. d'accord. Je sais qu'on en fait aussi au Cameroun, au Togo, au Nigeria, au Tchad, parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont écrit après
après avoir vu une émission à la télé ou quelque chose sur Internet, une vidéo. Et je me suis rendu compte que, comme pour beaucoup d'autres choses culturellement, il y a beaucoup de points communs dans les pays africains, seulement qu'il y a des petites variantes. Peut-être que c'est le mode de préparation qui diffère un petit peu et le nom qui n'est pas le même. Mais on retrouve beaucoup de similitudes, d'autant plus que c'est un produit à base d'arachide et que l'arachide est très consommé en Afrique subsaharienne. C'est ça. Donc, je pense que ça doit être quelque chose de culturel que vous avez su capturer et en faire quelque chose de relativement moderne et donner une nouvelle image à cela. Exactement. Donc, maintenant, sinon, on a parlé un peu d'entrepreneuriat, de la manière dont les gens voient l'entrepreneuriat en Afrique, donc que c'est relativement embryonnaire. Maintenant, qu'est-ce que toi tu en penses? Et en le comparant avec lorsque tu as commencé, donc il y a 4 ans, et Mhm. quelle projection tu peux y faire euh, en essayant de regarder les différents aspects, les différents trends qui sont en train de se passer. Donc, à quoi l'entrepreneuriat va ressembler dans 10 ans en Afrique? Alors, je pense que les choses vont aller très vite parce que le paysage est en train de changer. Il est en train de changer premièrement parce qu'il y a un certain nombre de personnes, de jeunes en l'occurrence, qui se lancent, qui prennent le risque de se lancer Mhm, avec plus ou moins de succès parce que c'est pas forcément l'issue qui compte, c'est le fait déjà de pouvoir aller à l'aventure et de exactement. l'aventure mais bien sûr, de pouvoir aller à la rencontre de ses rêves et de se dire tiens, aujourd'hui on va sortir du dictat du salariat qui est très présent en Afrique francophone parce que bon, voilà, on est différent des anglophones. Nous, on a l'héritage français et ce sont les diplômes qui parlent, c'est pas forcément le côté pragmatique. Donc, les gens commencent à sortir un petit peu de ça et on le ressent bien. L'économie se dynamise. En tout cas, le secteur, le monde pardon, des startups se dynamise Mhm, et par conséquent, bien sûr, ça donne des modèles et des repères à d'autres jeunes qui hésiteraient peut-être et ça donne également des leçons, je dirais, à nos aînés. Des leçons dans ce sens où aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui ont pris ces risques-là, même la génération au-dessus constate les résultats et se dit, ah ben tiens, nous qui avions peur de cela, en fait, on peut se lancer dans cette voie et éventuellement réaliser des choses, c'est faisable. Le problème, c'est pas qu'on n'avait pas de repères. Il n'y avait pas de repères. Il y a beaucoup il y a le manque de modèles qui est un véritable problème, c'est-à-dire les gens ont besoin de pouvoir s'identifier à des c'est gens ça. qui ont fait quelque chose de similaire avant pour se dire, moi aussi je peux. Et ce n'est que maintenant que ça commence en Afrique francophone. Quand on voit aujourd'hui la mode des photographes, je veux dire, il y a plein de jeunes qui se lancent dans la photographie, même s'ils ont des diplômes, qui laissent tout tomber, qui se lancent dans la réalisation de clips vidéo ou la réalisation tout court, ou dans d'autres domaines qui sont censés qui avaient une image, je veux dire, un peu plus légère, C'est ça. et aujourd'hui ils le font parce que des gens avant eux ont eu l'audace il y a quelques années de le faire et ont montré le chemin. Voilà, on n'est pas des gros preneurs de risques chez nous, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un commence, se casse la gueule ou réussisse avant que d'autres emboîtent le poids. C'est Bon, ça. le mauvais côté, c'est que dès que vous êtes pionnier, nous ça a été notre cas, quand je me suis lancé, tout le monde me regardait comme si j'étais un extraterrestre, et très rapidement après, plein de gens pieds sont rentrés dedans. Ça, de toute façon, on peut pas... On peut rien faire contre, au contraire, je veux dire, quand vous êtes pionnier, vous devez vous attendre à ce qu'il y ait une vague de mimétisme derrière vous. C'est à vous de faire en sorte de garder l'avantage pionnier. Tout à fait. Donc, dans 10 ans, je vois un environnement plus dynamique, résolument. Par contre, il ne faut pas qu'on tombe dans un piège. Aujourd'hui, parler d'entrepreneuriat, c'est très à la mode. C'est Oui. devenu un sujet dont toutes les ONG internationales, nationales, tous les gouvernements, toutes les institutions, en fait, c'est un sujet dont tout le monde parle et tout le monde l'utilise un peu. C'est presque instrumentalisé. C'est ça. Et c'est un phénomène de mode et il faut justement pas que ça reste un phénomène de mode. Il faut que ce soit concret parce qu'il y a beaucoup de concours, de business competition, etc. C'est très bien parce que ça aide parfois à trouver du financement ou à gagner en visibilité. Mais il ne faut pas que ça devienne une maladie et qu'on soit plus dans la théorie que la pratique. Donc ça, c'est le piège qui nous guette et il faut qu'on évite de tomber là-dedans. Il ne faut pas que ce soit pour faire du show-off ou du buzz,
L'entrepreneuriat, ça reste une activité, c'est un choix de vie et il faut que ça vous permette de vivre et d'inspirer les autres. Donc voilà, moi je dis c'est des dérives qu'on doit essayer d'éviter, mais de façon globale, on est quand même sur une pente ascendante. C'est ça. Mais justement, là que tu viens d'évoquer ça, le fait que l'entrepreneuriat soit un effet de mode, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent entrepreneurs, qui commencent certaines choses et qui s'appellent automatiquement entrepreneurs, mais ne veulent pas, peut-être ne sont pas prêts à embrasser le style de vie d'un entrepreneur. Parce que lorsque quelqu'un est entrepreneur, je pense que tu es d'accord avec moi, tu vis pour ton projet. Donc Bon, pendant un moment, tout l'argent que tu vas recueillir, il faut faire une différence entre la poche, ma poche, et la poche de l'entreprise. Et je pense que c'est là que beaucoup se cassent les pieds. Beaucoup ont de très bonnes idées, commencent le projet, mais n'arrivent pas à faire cette différence-là. Et mettent l'argent dans leur lifestyle et oublient complètement le projet. Et donc, je pense que le fait de mettre l'entrepreneuriat, le fait d'être entrepreneur avec les différents concours là, ne mettent pas beaucoup d'emphase sur le fait qu'il faut faire beaucoup de sacrifices pour être un entrepreneur à succès. je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Les lauriers, ça vient à la fin. Et ça vient même très, très, très tard, C'est généralement. ça. Les gens ont tendance à penser que, qu'on gagne vite de l'argent. Moi, je dis aux gens, si vous voulez être riche, ben, c'est pas forcément la voie la plus aisée ou la plus rapide. À Exact. chaque fois que j'ai l'occasion de m'entretenir avec des congénères ou des plus jeunes au sujet d'entrepreneuriat, parce que je suis invité à des conférences ou des formations, je leur dis franchement, si votre but ultime c'est de gagner de l'argent rapidement, c'est pas l'entrepreneuriat la meilleure voie. L'entrepreneuriat, c'est sûr, ça peut vous permettre de créer des choses qui vont générer de l'argent de façon pérenne. Exact. Même quand vous serez plus actif, forcément très actif, vous pouvez avoir des activités que vous avez mises en place et qui vous rapportent de l'argent, etc. Et puis, bon, bien sûr, cela ne veut pas dire qu'un entrepreneur n'aime pas l'argent. Au contraire, on veut tous créer de la valeur et de la richesse. Mais la différence réside dans le temps. Exact. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait, qui va mettre des années, de longues années, et parfois des décennies, à rentabiliser son business si le business ne périclite pas avant, Oui. s'il ne se casse pas la gueule avant, ce qui est également un risque très élevé. On sait que 3 entreprises sur 4 ne passent pas le cap des 5 ans, Mhm. donc y a quand même une véritable sélection qui se fait pendant l'aventure. Donc voilà, il faut recentrer le débat, il faut que les choses soient très claires, faut pas mentir aux gens, il faut leur dire c'est difficile, c'est très difficile, c'est même extrêmement complexe. Seulement, ce qui vous fait tenir, c'est la passion. Donc si vous êtes passionné par ce que vous faites, vous supporterez les difficultés. Si vous n'êtes pas passionné, que vous le faites juste pour la forme, ça va être difficile de tenir sur la longueur. C'est ça. Et c'est vrai que en prenant le cas d'entrepreneur à succès, beaucoup prennent les cas de Bill Gates, Mark Zuckerberg, etc., en disant que leurs entreprises ont marché en quelques années, sont devenus milliardaires, mais oublient que ces personnes sont des exceptions. Ce n'est pas la norme Oui, des entrepreneurs. Et oublient les personnes déjà, comme, oui. hein. Non, 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 je te laisse finir, pardon. Donc, oublie les personnes comme Larry Ellison, les autres patrons qui sont aussi milliardaires, à qui ça a pris des décennies avant d'établir ces fortunes-là. Donc, pense que en ayant une simple idée, en travaillant dur, en 4 ans, hop, on va se mettre en bourse et taper les milliards. Donc, c'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. Donc, je te laisse rajouter ton argument. Oui, oui, non, je suis entièrement d'accord. Déjà, même les patrons que tu as cités au départ, à savoir Gates et Zuckerberg et bien d'autres, il y a beaucoup de fausses idées, d'idées reçues qui circulent C'est ça. dans dans la conception populaire. Ces gens ont eu des entreprises qui ont été prometteuses très vite. C'est-à-dire que ces entreprises-là ont attiré des capitaux très vite et de gros investissements. Mais attention, Facebook a quand même mis plusieurs années avant de gagner son premier dollar. Mhm. Les gens l'oublient. Les gens oublient souvent ça. Facebook a été gratuit tout le temps. Oui. Ça a été gratuit depuis le départ et ce n'est que lorsqu'ils ont commencé à faire de la pub, à vendre de la pub, qu'ils ont commencé à récupérer progressivement
ce qui avait été investi. Et ce qui avait été investi, c'est des sommes colossales. Exact. Donc les gens oublient souvent ça, que Airbnb ou d'autres sites de ce genre, on met parfois 7, 8, 9, 10 ans avant d'avoir le premier dollar qui fait leur rentabilité. C'est-à-dire que ces sociétés-là restent souvent dans le rouge avec des dettes de l'investissement, de l'equity pendant longtemps. Et c'est parce que les gens qui sont derrière y croient, Oui. travaillent avec acharnement et passion, que ça finit par payer. Donc, je pense qu'il faut rééquilibrer les choses. Il y a beaucoup de légendes que les gens racontent. Et comme je dis, il faut contextualiser également tout ça. On n'est pas dans la Silicon Valley. Si on prend le contexte africain, c'est pas la Silicon Valley. Vous n'allez pas vous lever, même si vous avez la meilleure application ou la meilleure idée du monde, vous n'allez pas vous lever et trouver quelqu'un qui met 50 millions de dollars demain. Bon, donc, il faut relativiser et contextualiser les choses et savoir raison garder, quoi. Avoir de la mesure. Et, se concentrer sur son entreprise à partir du moment, son projet, pardon, à partir du moment où vous êtes passionné. Les meilleures portes s'ouvriront si vous travaillez avec foi et conviction. C'est ça. Maintenant, de ton côté, on a parlé de la Silicon Valley. Tu viens d'évoquer le fait que là-bas, c'est très facile, bon, relativement facile d'attirer des gros capitaux et avec des gens qui y croient. Est-ce que tu penses que un système comme ça permettra aux entreprises africaines d'évoluer rapidement? Oh, je ne sais pas trop, je ne suis pas un spécialiste de l'investissement. Tout ce que je peux dire, c'est que l'argent sans l'accompagnement, ça ne fait rien. Exact. Donc, quand on parle de Silicon Valley, c'est pas uniquement l'investissement. Les gens se focalisent sur l'investissement, mais on oublie qu'il y a tout un écosystème. La Silicon Valley, c'est un ensemble également c'est un ensemble de plusieurs choses. On retrouve de nombreux chercheurs, des instituts de recherche, des sociétés de conseil qui sont là pour accompagner les startups qui sont repérées dès le berceau, je dirais, ou même pendant que ces startups-là sont encore des embryons. Vous avez beaucoup d'universitaires qui sont dans la Silicon Valley. Donc c'est un ensemble. C'est-à-dire l'argent sans accompagnement, ça ne fera absolument rien, ça n'apportera rien de constructif. Parce que si vous avez du financement et que vous n'avez pas derrière le bon conseiller juridique, les bons avocats, la bonne structure comptable, la bonne équipe ou le bon cabinet de management, etc., l'agence de pub qu'il faut, si vous n'avez pas toute cette structuration-là derrière, l'argent va être mal dépensé et mal investi. Donc oui, si on peut avoir des écosystèmes à notre échelle, même si c'est à plus petite échelle, telle que la Silicon Valley, qui permettent de financer, mais surtout d'accompagner, ce sera très important. Ça permettra de booster l'entrepreneuriat en Afrique parce que la réussite d'un projet, c'est pas forcément l'idée, c'est généralement dans l'exécution qu'on fait la différence. C'est ça. Là, j'aime bien l'idée d'écosystème que tu viens d'évoquer, parce que c'est vrai que là, en ce moment, dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, il y a beaucoup d'incubateurs qui se forment et qui essayent en effet de créer ces écosystèmes-là pour les entreprises, pour les jeunes entreprises. Exactement. Donc là maintenant, je vais te poser une question assez personnelle. Si tu pouvais revenir sur deux dates en particulier de ta vie, lesquelles seraient-elles et si tu pouvais changer quelque chose, est-ce que tu allais le faire ou pas? Alors, je ne changerai rien. La première date, si je pouvais y revenir, ce serait pour la vivre encore une fois. Mhm. C'est très personnel, c'est la naissance de mon fils. Ok, Euh, je pense que, comme pour tout le monde, c'est un événement qui bouleverse, un être. Et effectivement. moi, j'ai demandé à assister à l'accouchement, ce qui n'est pas fréquent forcément dans Ça le c'est pays. vrai, ça c'est vrai. Je suis allé assister à l'accouchement, j'étais là à côté. Donc j'ai vécu cette expérience-là qui, bien évidemment, vous fait relativiser beaucoup de choses et vous rappelle encore une fois à quel point vous êtes minuscule dans la grandeur de la création. Et voilà, donc ça a été un moment extraordinaire de ma vie. Et si je devais choisir une deuxième date, quelle serait-elle? Une deuxième date, une deuxième date. Euh, je pense que ce serait le jour où je reprenais l'avion pour rentrer. Oui, Pour rentrer au Bénin définitivement. C'était en 2010 et
même si j'étais très sûr de ce que je faisais, je l'avais décidé tout seul, j'avais quand même un peu d'appréhension parce que 90% de mon entourage ne comprenait pas du tout mon choix. Et pendant que j'attendais l'avion, enfin l'embarquement, j'ai vu défiler les scènes des 10 dernières années dans ma tête et globalement je me disais ben, qu'est-ce qui se passerait tu rentrais, que tu foirais tout. Enfin, tu te le pardonnerais jamais parce que tu es en train de prendre un sacré risque et c'est vraiment contre l'avis de quasiment tout le monde. Donc, c'est un moment qui a été particulier. C'était un mélange de mélancolie, d'excitation, d'appréhension. Ouais, et ça a été un moment très fort. J'aimerais bien revivre cet instant-là. J'imagine. Et surtout que là, j'imagine que de ton côté, il y a zéro regret vis-à-vis de ça. Je pense que tu as fait le meilleur choix de revenir en Afrique pour apporter ta pierre à l'édifice qu'est le développement africain, en tout cas. Exactement, pas de regrets, des challenges tous les jours, mais c'est Mhm. normal. Et des challenges, quel que soit l'environnement dans lequel vous êtes, il y en a. Donc, comme je dis, ce n'est facile d'entreprendre nulle part. Il faut savoir s'adapter. L'entrepreneur, c'est aussi un caméléon. C'est C'est ça. quelqu'un qui sait s'adapter à tous les environnements. Non, j'ai absolument aucun regret. Je suis heureux d'être rentré. Je pense que l'Afrique a un tournant véritable à de nombreux points de vue et que c'est une chance que nous avons de pouvoir être acteurs de la révolution qui est en train d'avoir lieu dans la sphère entrepreneuriale en Afrique francophone, pour parler de ce que je sais. C'est vraiment une grande chance et il n'appartient qu'à nous de faire ce qu'il faut pour marquer l'histoire, impacter les autres, les inspirer et permettre de construire une Afrique meilleure grâce à nos réalisations, à nos projets. C'est ça. Donc, tu viens d'évoquer le fait d'inspirer. Est-ce que tu as un livre ou une personne qui t'a inspiré dans ton parcours? Pas particulièrement. Il y a différentes personnes dont j'aime bien le parcours, Mhm. mais je n'ai pas maître à penser, j'ai pas d'idole particulièrement. J'aime différents types de personnes pour leurs réalisations. Par exemple, Aliko Dangote, Oui. parce que je trouve que c'est quelqu'un qui bouscule les codes et je l'admire pour son humilité. Mhm. Être à un tel niveau et avoir justement une telle humilité, je pense que c'est quelque chose de remarquable. J'aime également Sam Mégalomanie au sens mégalomanie entrepreneuriale, Ah ah. c'est-à-dire qu'il a toujours des projets ultra fous, il repousse les limites, il est en train de construire, je crois, la plus grande raffinerie du monde. Enfin, il repousse les limites à chaque fois. Et il rêve de grandir pour son groupe, son entreprise et pour son pays. De notre côté, je suis très admiratif de Jack Ma, également le Oui. patron d'Alibaba, pour la rigueur qu'il a et également la détermination avec laquelle il a bâti Alibaba en moins de 20 ans. En partant vraiment de rien et en partant surtout dans un environnement qui était assez difficile parce Exact. que la Chine des années 2000 n'est pas la Chine d'aujourd'hui. La Chine à cette époque n'était pas ultra connectée. Elle était un peu moins capitaliste parce qu'aujourd'hui, qu'on veut ou non, la Chine a quand même pris un peu le train de la globalisation, de la mondialisation en marche, Tout à mais dans fait. les années 2000, ce n'est pas le cas. C'est quelqu'un qui est arrivé dans un contexte assez particulier et qui a pu créer un empire dans le e-commerce et qui reste également très, très, très humble. Donc je suis vraiment marqué par ces personnages-là qui atteignent des niveaux stratosphériques, mais qui gardent l'humilité au cœur de leur action parce que il y a une phrase que j'aime bien dire et que j'ai mentionnée à plusieurs reprises d'ailleurs dans mon dernier ouvrage, c'est que l'humiliation précède la gloire et l'humilité la préserve. Voilà. Parce qu'on dit souvent que l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Moi, je préfère dire que l'humiliation précède la gloire parce que avant d'y arriver, vous passez par des choses incroyables C'est vrai. et une fois que vous y êtes, l'humilité vous aide à la préserver, à préserver cette gloire-là.
à garder la tête sur les épaules et forcément donc à maintenir votre empire sur de bonnes bases. Ouais. Donc tu pourrais nous parler un peu brièvement de ton ouvrage. Donc je t'avais vu mentionner ça quelques fois sur LinkedIn. Donc si tu pouvais donner une petite description de ça et peut-être je vais mettre un lien pour que les gens puissent se le procurer, c'est possible. Alors, le livre s'appelle Jusqu'au bout j'irai. Mhm. C'est enfin, avec pour sous-titre Rêver, oser, créer. Et c'est un livre qui parle de ma détermination, de détermination de façon globale, d'audace pour casser les codes, sortir des sentiers battus et créer de la valeur. Donc, c'est une autobiographie avant tout. Ok. Euh, sur fond de coaching, c'est-à-dire que j'aborde des thématiques de coaching, parfois un peu de développement personnel, ça flirte un peu avec le développement personnel aussi, mais en me basant sur ma propre histoire, en essayant d'en tirer des leçons et de partager. Parce que depuis quelques années, je suis speaker sur pas mal d'événements et j'ai remarqué qu'il y avait une véritable lacune au niveau de la documentation en Afrique, c'est-à-dire qu'on n'écrit pas. C'est On vrai. n'écrit pas, on ne partage pas. C'est pas nouveau, hein, on sait très bien qu'au niveau de notre histoire, ça fait défaut. C'est pareil aujourd'hui au niveau de l'histoire contemporaine, c'est-à-dire ce que nous vivons. Il y a de nombreux entrepreneurs africains qui ont atteint de grands niveaux, mais Oui. qui n'ont rien écrit, qui ne documentent pas, qui ne partagent pas. Alors je me suis dit, moi, je vais faire ce travail. Bien évidemment, je suis encore en chemin. C'est pour ça que le titre, c'est Jusqu'au bout j'irai. C'est pas un livre prétentieux, pas du tout. Ce n'est pas un livre qui vient marquer un achèvement parce que de toute façon, on ne finit jamais. Hein. C'est vrai. L'entrepreneuriat, c'est pas une destination, c'est un chemin. Mais même si je suis encore en route et que je ne suis qu'au début de cette fabuleuse aventure, je pense quand même que j'ai des choses à dire, à partager, comme chacun de nous. Et il ne faut pas rougir de cela. Il faut qu'on arrête dans nos pays de penser que partager ou parler de ces projets, c'est soit prétentieux, soit dangereux. Non, il faut absolument qu'on partage, qu'on laisse des traces, qu'on aide les autres à ne pas refaire les mêmes erreurs que nous, en leur disant, tiens, écoute, moi j'ai fait ceci de telle manière, ça s'est mal passé, et j'ai fait comme ça a fonctionné. Donc voilà, c'est un livre qui a pour but d'inspirer les autres. Et comme je dis, pour finir là-dessus, c'est à la fois un complexe multivitaminé, c'est un antidépresseur, c'est un euphorisant, voilà. C'est un ouvrage de multiples vertus. D'accord. Donc, est-ce que c'est possible de l'acheter en ligne? Oui, c'est possible de l'acheter en ligne. Par contre, j'essaie de rester toujours inclusif au niveau du développement africain. Ok. Donc, c'est disponible sur Odiala. Odiala.com, en fait, on va dire que c'est un peu notre Amazon.com. D'accord. C'est un site de vente en ligne qui est un site béninois, mais qui aujourd'hui a une réputation qui s'étend au-delà du Bénin, donc qui touche Abidjan, Dakar, etc. Donc, voilà, les commandes sont passées en ligne, mais ils livrent partout dans le monde. Hein. Ils livrent en France, ils livrent aux États-Unis. Voilà, donc le livre est disponible sur cette plateforme-là. D'accord. Donc, je vais inclure un lien pour que les gens puissent le consulter. Donc, est-ce que tu aurais des réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, etc., pour que les gens intéressés puissent te suivre? Oui, alors je suis sur LinkedIn et sur Facebook principalement. D'accord. Bon, sur YouTube également et Instagram, c'est toujours le même nom. Hein. C'est Yelian Régis Ezine. Vous me trouvez très facilement. Il y a pas de souci. Je suis très actif par contre, c'est vrai, beaucoup plus sur Facebook et LinkedIn. D'accord. Donc, je vais inclure dans la description pour que les gens puissent te suivre Voilà, là je éventuellement. suis en train de t'écrire. Je t'envoie ça par message là, Yelian Régis Ezine. Voilà. Ça marche. Voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir accordé ton temps pour cette interview. C'était Merci à super pour toi. moi. Donc, Merci à top. toi pour l'invitation. C'était agréable d'échanger sur ces questions-là. Et félicitations encore pour ton initiative. Beaucoup de courage pour la suite et plein succès à ce nouveau projet qu'elle tient. Merci beaucoup.